Bonjour Émilie, bonjour à toutes et à tous qui regardent le live ou qui regarderont le replay. Un grand merci Émilie d'être présente aujourd'hui pour ce live. Merci Audrey et bonjour à tous. Je suis en joie d'être là aujourd'hui. Ah, mais moi aussi, en plus pour parler de la voie professionnelle, de comment s'épanouir dans notre vie professionnelle. Émilie, est-ce que tu peux te décrire? Me décrire, ça Parce marche. que la question Alors je vais était essayer de peut-être me pas bien présenter. posée. Est-ce que tu peux te présenter? Pardon. Euh, alors, c'est pas un exercice facile. Donc moi, je vais me présenter plutôt sur l'angle professionnel. Donc aujourd'hui, moi, j'accompagne les personnes à... Alors, j'ai la croyance fondamentale qu'on a tous en nous euh, quelque chose, un potentiel magnifique, avec des qualités à mettre en œuvre, avec une contribution à mettre en œuvre, et que tout ça, ça demande juste à éclore, ça demande juste à s'exprimer et à pouvoir contribuer dans ce monde. Et donc, j'accompagne les personnes à se connecter à ça et à pouvoir libérer pour que ça puisse vraiment se matérialiser et se concrétiser dans la vraie vie. Et alors, si tu me demandes en termes de métier à quoi ça correspond, donc je fais partie, je pense comme toi, de ces personnes qui ne rentrent pas dans une seule case, mais qui ont plusieurs casquettes. Je pense qu'on est nombreux aussi à avoir plusieurs casquettes qu'on peut exprimer. Et moi, mes casquettes, ce serait coach professionnel, médium, donc avec vraiment l'accès aux intuitions, à l'invisible, et praticienne chamanique avec l'accès au nettoyage, notamment énergétique. Wow. Et avec un petit côté, une ancienne vie d'ingénieur, donc avec un bon côté un peu structuré, qui fait quand même bien partie de ce que je suis aujourd'hui. T'as été ingénieure pendant combien de temps? 13 ans, mais je pense que je suis, enfin, tu vois, on est toujours ingénieur, mais en tout cas, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur pendant 13 ans et j'ai fait 10 ans dans une grosse boîte dans l'agroalimentaire où j'étais en recherche et développement et notamment en gestion d'équipe, d'où l'accompagnement des personnes, c'est de là que c'est venu. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de se dire: «Ah non, mais c'est bon, en fait, ingénieur, j'arrête, je me mets, chaman, la médiumnité, tout ça». Enfin, qu'est-ce qui se passe? Comment on passe de d'ingénieur à ça? Enfin, à ça, pardon. J'ai pas tout compris encore, mais la vie est bien faite, j'ai envie de dire ça. Comment je suis passée? Donc déjà, ingénieur, c'était, enfin, mon papa était ingénieur, donc j'ai vu, voilà, j'avais raté médecine, je me suis dit, allez, voilà, j'ai des bonnes notes, j'y vais, je sais pas trop à quoi ça correspond, donc j'ai fait ça. Sauf qu'en fait, j'étais en suradaptation totale dans ce métier-là, c'est-à-dire que je faisais plein de choses qui me faisaient pas vibrer, qui me faisaient pas forcément plaisir. Il y avait un manque de sens de temps en temps, parce que business, travailler pour faire du business et pour moi, s'éloigner du sens de ce qu'on peut apporter, c'était un peu compliqué. Alors oui, le business, mais quand il y a le sens avec, c'est génial. Et puis, une certaine incompatibilité de valeurs au bout d'un moment. Et sauf qu'en fait, j'avais du mal à l'accepter, j'avais beaucoup de peur, et je pense qu'on va parler de ça aujourd'hui, et j'avais beaucoup de blocages. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis suradaptée, suradaptée, suradaptée. Qu'est-ce qui se passe quand on suradapte trop? Burn-out, comme beaucoup. Voilà, j'ai fait 2 ans d'arrêt de travail quand même, où tout a implosé. Et ça a permis de pouvoir tout remettre à plat et de me dire, en fait, ce que j'aime, c'est accompagner les gens. Donc là, on reste toujours dans le milieu très... j'étais très cartésienne, hein, très rationnelle, très cartésienne. Je n'avais pas du tout conscience du monde invisible, du monde des intuitions. Et ça m'est tombé dessus, en fait. C'est tu sais, ces petites synchronicités de la vie où tu entends parler d'un livre, tu rencontres une personne, et où je me retrouve à m'inscrire à des groupes de pratiques pour développer son intuition. Et en fait, ça s'est ouvert naturellement comme ça, en fait. Tu parles beaucoup de suradaptation. Est-ce que tu peux donner des exemples pour que les personnes qui regardent ce live, puissent se dire: «Ah mais en fait, je suis en suradaptation et je m'en étais pas rendu compte»? Ok. Je pense que grosso modo, les personnes qui regardent ce live, ça veut dire qu'elles se disent qu'elles ont envie de changer, si elles sont là. Et si vous êtes encore dans un job où vous vous dites j'ai envie de changer, pour moi, vous êtes en suradaptation. Déjà, en fait, c'est la base. Après, les symptômes de suradaptation, euh, bah, il y a vraiment ce truc de se sentir peut-être au quotidien, de dire en fait, je fais ça, mais ah, pour moi, il y a, tu vois, l'incompatibilité de valeurs, de se dire mais ce truc, ça fait pas sens pour moi, même ça va à l'encontre de mes valeurs. Mais je le fais quand même. J'ai cette envie de changer depuis longtemps, et puis je sens bien que ça bouge pas, que j'arrive pas à passer à l'action. Et puis après, ça peut se manifester par des petits désagréments, on a du mal à dormir. Moi, ça a été vraiment les nuits
qui ont commencé, et puis la fatigue qui s'est installée très profondément. Ouais. Là, je mets ma casquette de kinésithérapeute et de kinésiologue et en fait, enfin moi, pour ma part, dès que j'étais au-delà de mes valeurs ou que ma vie n'avait plus de sens, je commençais à avoir de l'eczéma. Donc je pense que le corps, Ouais. il peut aussi vous envoyer des messages en mode, ça coince, donc ça peut être un lumbago, ça peut être des otites, ça peut être: «Je me suis foulé la cheville» et puis petit à petit, le corps, je pense qu'il nous envoie des bons messages et pour ma part, ça a été jusqu'au burn-out et quand on est, fonceur et qu'on travaille à fond puis qu'on se dit: «Mais si, c'est bon, je vais tenir», au bout d'un moment, le corps, il fait: «No way». Bah, c'est ça. C'est en fait, et c'est pour ça que c'est intéressant qu'on fait ce live aujourd'hui, c'est de se dire, bah, peut-être qu'il y a un moyen de pas en arriver là. Parce que bon, bah, un burn-out, c'est quand même chaud. Enfin, 2 ans d'arrêt de travail, j'avais 3 enfants en bas âge, voilà, c'était quand même, une sacrée gestion. Mais, moi, j'ai des collègues pareils qui étaient en mode burn-out. Il y en a qui ont fait des cancers, il y en a qui ont eu des problèmes pulmonaires. Enfin, il y a vraiment, des choses pas chouettes, quoi. Donc, voilà, autant s'arrêter un peu avant. C'est comment pour toi d'en parler de cette période-là? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? C'est comment pour moi d'en parler? Écoute, c'est plutôt, quand je me reconnecte encore pleinement au truc, je sens ce truc de, je me sens pas bien et pourtant j'y vais quand même. Après, très clairement, en fait, merci la vie, quoi. Enfin, parce que, alors oui, je suis passée par une phase très difficile, mais verdict, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je fais quelque chose qui me fait plaisir et qui me plaît au plus profond de moi et où je sens que j'ai un sens dans ma vie, quoi. Donc, merci la vie. Carrément. Si dans les commentaires, vous pouvez nous dire, bah, si vous êtes, passés par là ou si vous êtes justement dans cette étape de, «Je sens que le burn-out est proche, je sens que je suis fatiguée, ma vie n'a enfin, en tout cas, ma vie professionnelle n'a plus de sens, je suis perdue». Enfin bon, on a besoin de vos témoignages, on a besoin de vos commentaires, donc avec grand plaisir. Dans un premier temps, Émilie, pour les personnes qui peuvent se reconnaître, ça peut être quoi le premier conseil? Alors, avant un conseil, moi, j'ai envie de dire déjà, si vous êtes là, c'est que vous avez conscience qu'il y a un truc qui va pas. Et déjà, j'ai envie de vous dire bravo. Parce qu'en fait, moi, j'avais pas pleinement conscience qu'il y avait un truc qui allait pas. Je me le dis, enfin, je voulais pas me le dire. Donc bravo déjà d'avoir la conscience. Pour moi, c'est la première étape, de mettre de la conscience sur: «OK, il y a un truc qui va pas, j'ai envie de changer». Et et après la conscience, c'est de se dire: «Bon, bah, comment je fais pour changer?» Généralement, le processus classique, c'est, qu'est-ce que je peux trouver comme autre voie pour pouvoir y aller? Et puis, voilà, c'est le sujet du jour, c'est, comment je débloque ce qui m'empêche de changer, en fait. Parce que si aujourd'hui vous avez conscience qu'il y a un truc qui va pas, mais que ça va pas bouger, c'est qu'il y a des trucs qui bloquent. Et comment on peut, switcher? Comment on peut, Mmh. et tu me dis: «Oui, c'est bien d'en prendre conscience». Ouais, c'est déjà bien d'en prendre conscience. Comment on peut switcher? Pour moi, ça passe par, 2 phases importantes qui sont lever les blocages, donc prendre conscience de ce qui bloque, de ce qui fait vraiment peur et vraiment, prendre conscience du projet, faire émerger un projet pour que, ça en fait, moi je vois les choses comme ça. C'est que quand on est dans une phase de changement, il y a des choses qui nous motivent et qui nous tirent vers l'avant et il y a des choses qui nous retiennent, qui nous font peur, qui nous bloquent. L'idée en fait, c'est d'aller sur les 2 leviers. C'est-à-dire que de vraiment, faire émerger un projet qui te fait vibrer, qui met du sens et tout, qui te tire vers l'avant. Donc déjà, ça te donne un mouvement vers l'avant et les trucs qui te retiennent et ben, d'aller rencontrer et d'aller alléger tout ça pour pouvoir, pour que ça retienne pas autant et que vraiment le mouvement puisse se faire vers l'avant. Donc pour moi, c'est ces 2 niveaux-là qui sont intéressants d'aller rencontrer, quoi. Mmh. Il y a Émilie qui nous dit qu'elle a eu un burn-out il y a 3 ans. Émilie, Ouais. est-ce que du coup tu es encore dans ce, burn-out? Est-ce que toi tu as trouvé des professionnels ou comment tu es sortie? On veut bien que tu nous répondes à la limite dans les commentaires, ça peut être chouette de voir, où tu en es. Et c'est Émilie avec un Y, alors franchement bravo, on n'est pas nombreuses. Enfin, je sais que je peux recevoir énormément de patients qui sont dans ces cas-là, qui se disent: «Ah mais Audrey, j'ai bien envie» et je peux leur proposer facilement de faire un tableau de visualisation, de se dire: «OK, de quoi j'ai vraiment envie?» Ouais. Est-ce que toi, c'est un de tes outils pour, enfin, peut-être pour matérialiser ce qu'on a vraiment envie? Heu, oui, alors moi la manière dont j'accompagne pour matérialiser ce dont tu as envie, je pars d'un postulat. Je pars d'un postulat qui est que
j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir suite à un bilan de compétences et qui me disent: «Émilie, j'ai fait un bilan de compétences. Bon, c'est super, j'ai fait un point sur toutes mes compétences, donc je suis en confiance, donc c'est utile. Par contre, le projet derrière qui est basé sur mes compétences, mais c'est pas un projet qui me parle en fait. C'est pas un projet qui me fait vibrer. Moi, par exemple, j'ai des compétences dans faire des fichiers Excel avec des trucs, des chiffres, des machins, mais heureusement que j'en fais pas ma vie. Heureusement que c'est pas mon quotidien, parce que c'est pas quelque chose qui me fait vibrer. Ça peut faire vibrer d'autres personnes, mais pas moi. Donc l'idée pour moi, c'est de se dire, en fait, c'est pas sur les compétences que tu vas te baser. Tu vas te baser sur tout ce que tu es. Donc moi, je mets par exemple la mission de vie, c'est ton désir de contribution, le pourquoi tu es sur Terre. Ta zone d'excellence. La zone d'excellence, c'est vraiment le truc que tu fais naturellement dans tous les domaines de ta vie, qui est hyper facile pour toi, dans lequel tu es dans une espèce de sensation de flow, et en fait que tu peux, si tu le mets en œuvre au quotidien, ça va être hyper facile, quoi. Tu peux aller voir tes plaisirs, tu peux aller voir tes besoins, tu peux aller voir quoi. Enfin, tu peux voir plein de choses comme ça sur tout ce qui compose ton être. Et moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, je dessine ça sous la forme d'une fleur. Et en fait, c'est chaque pétale, c'est la mission de vie, la zone d'excellence, les plaisirs, les besoins. Et au centre, il y a la zone d'épanouissement. Et l'idée, en fait, c'est de dire qu'est-ce que je peux avoir dans cette zone où tous les pétales se rencontrent. Oh, c'est beau. D'où éclore aussi, hein. Éclore, exactement. Ouais, je suis très dans la symbolique de l'éclosion. Exactement. Il y a une Et personne qui me dit, pardon, Émilie, je te coupe, vas-y. c'est juste qu'il y a eu un commentaire qui dit: «Commencer par une petite formation sur le sujet qui nous fait vibrer, cela amorce le changement en nous démontrant que par les sensations quelle est notre voie. Cela a bien Ouais. fonctionné pour moi». Carrément. Effectivement, effectivement. En fait, c'est exactement merci, YouTube user. C'est le 2e point, c'est qu'aller rencontrer ton être, c'est vraiment bien pour mettre de la conscience et tout. Et pour moi, l'idée, c'est d'aller le rencontrer, mais pas avec le mental. C'est d'aller faire émerger à l'intérieur de toi. Parce que ton mental, il peut encore avoir une partie de toi, tu sais, le mental, il est là pour nous garder en sécurité. Il aime pas trop quand il a peur. Donc, il va se dire, si toi, tu te dis, purée, genre moi, il y a, je sais pas combien, il y a 6-7 ans, si j'avais eu une part de moi qui se disait, oh, j'ai envie de me mettre à mon compte dans l'accompagnement, mais mon mental, il me dit, mais ça va pas. T'es dans une grosse boîte, ingénieur, mais enfin, tu vas tout lâcher, t'auras plus de salaire. Donc, en fait, le mental, il va essayer de freiner au maximum dans un premier temps. Après, l'idée, c'est vraiment de le rassurer pour qu'il puisse aider à passer à l'action. Mais dans un premier temps, il va freiner. Donc, l'idée, c'est d'aller connecter à ce que moi, je vais appeler ton âme, ton inconscient, et donc faire émerger par des méditations notamment. Et en fait, la personne qui fait le commentaire en disant j'ai eu un élan, pour moi, c'est un élan de l'âme, de dire il y a ce truc qui m'attire, j'y vais, je passe à l'action, et ensuite, je vois ce que ça donne. C'est génial. Carrément, et si je peux parler d'une anecdote, donc moi j'étais, kiné, burn-out, j'en pouvais plus, j'étais là: «J'aime mon métier, mais en fait, je sens bien que mon corps, il peut plus». Et on me parle de la kinésiologie, je vais voir une kinésiologue et je me dis: «Non, mais c'est vraiment le C'est ça. métier que je veux faire». Et en fait, je me dis: «Ah tiens, je vais faire un petit stage de 3 jours à l'école de kinésiologie de Nantes». Et en fait, ça a été une révélation, et en fait, malgré le: «Ah mais Audrey, tu fais un métier sécurisant, tu fais un métier qui est reconnu, tu fais un métier tout ça», en fait, mon corps, il était appelé parce que j'avais vécu déjà cette première séance de kinésiologie, et parce que j'avais vécu ces 3 jours en stage, et où en fait ça vibre, et je me dis qu'effectivement, au lieu de rester là, de tester, de voir ce qui nous appelle. C'est ça. C'est ça. Et après, j'accompagne pas mal de personnes où, pour le coup, des fois, elles ont conscience de ce qui les appelle, mais les freins sont trop forts, quoi. Voilà. Si je reprends moi mon exemple d'il y a, je sais pas, 7 ans, même s'il y avait des choses qui m'appelaient pour aller ailleurs, mais en plus, j'étais quelqu'un avec un schéma assez contrôlant, donc beaucoup de peur, besoin de sécurité et tout, et ben, il faut accompagner tout ça, en fait, pour vraiment aller rencontrer qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se raconte, quelles sont les peurs, pour pouvoir derrière, pouvoir vraiment laisser le projet émerger et passer à l'action. Pour, Clairement, parce qu'il peut y avoir aussi une sorte de loyauté familiale ou autre. exactement. Si je change de métier, je vais être déloyale. Il peut y avoir des peurs financières. Il peut aussi y avoir la peur de réussir. Je vois énormément de personnes qui s'auto-sabotent ou qui s'interdisent d'être heureux. Ou qui, se disent: «Bah, je peux pas être plus heureux que ma sœur, je peux pas être plus heureuse que ma mère», ce genre de choses. Est-ce que c'est des thèmes que tu abordes dans tes coachings? Oh oui! Carrément. On se parle effectivement on se parle du rapport à l'argent, on se parle du rapport à la réussite, on se parle du syndrome de l'imposteur, on se parle du rapport au changement. Et en fait, finalement, c'est exactement ce que tu dis. L'idée, c'est d'aller prendre conscience
de ce qui bloque. Ce qui bloque, ça peut être quoi? Ça peut être des injonctions, des croyances limitantes, des schémas qu'on a. Les injonctions, ça peut être soit pas rêveur, soit réaliste. Okay, ça peut être surtout ne fais pas de vagues, va pas te rendre visible. Les croyances limitantes, ça peut être, comme tu disais, l'argent rend les gens mauvais. Et donc ça, quand tu te mets à ton compte et que tu dois par toi-même gagner de l'argent, etc., ça peut te bloquer parce que tu te dis, putain, si je vais gagner de l'argent, je vais être quelqu'un de mauvais. Et après, les schémas, comme tu dis, qui peuvent être des schémas inconscients, familiaux. Moi, j'ai parlé du schéma de contrôle que j'avais, alors qui fait encore partie de moi, mais qui s'est beaucoup allégé, avec ce besoin de tout maîtriser, parce que tout ce qui sort de la zone fait peur, quoi. Après, on peut avoir un schéma de soumission, quand on privilégie les attentes des autres au détriment des siennes. Et donc ça, des fois, ça empêche de passer à l'action. Parce qu'on se dit, non, je ne vais pas mettre en danger ma famille, mon conjoint, ça va être compliqué, donc je vais rester où je suis aujourd'hui. Ouais. Et tout ça, finalement, comme tu l'as dit, hein, tout ça, au bout du bout, c'est juste des peurs. Donc c'est le mental qui se raconte en se disant, j'ai peur qu'il y ait quelque chose qui change et j'ai peur de ne plus être aimée, j'ai peur de ne plus être reconnue et tout ça. J'ai Lucie qui nous dit: «C'est effectivement l'appel du corps avant tout le reste, d'où l'utilité de la kinésio». Alors Lucie, je ne sais pas si tu es kinésiologue ou si tu as été voir une kinésiologue. Moi, je suis pas objective, mais pour moi, la kinésiologie a changé ma vie et ça peut être, une des portes ouvertes. Mais ce n'est pas le sujet puisqu'aujourd'hui, on parle de coaching avec Émilie. Mais c'est intéressant, Lucie, parce que moi, je dirais, ouais, il y a l'appel du corps et moi, j'irais encore plus loin, je dis l'appel de l'âme. Pour moi, l'âme, tu peux le sentir dans cette espèce d'élan où tu as envie et où effectivement ton corps derrière a envie de se mettre en mouvement. Il y a vraiment les deux pour moi qui font que tu as ce truc, ce mouvement, effectivement, d'avoir envie d'aller de l'avant, quoi. Carrément. J'avais lu quelque part que ça pouvait être aussi intéressant de se reconnecter à ce qu'on faisait quand on était petit. Et en fait, ça peut donner une bonne utilité de se dire: «Mais en fait, mais qu'est-ce qui me faisait vibrer? Qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais petite ou petit?» Et je trouve que ça peut nous donner aussi des pistes de: «Ah mais en fait, non, mais c'est ça mon métier, quoi». Par exemple. En fait, moi, j'accompagne les gens à aller comme ça dans des, tu vois, des exercices un peu mentaux où on va aller chercher les rêves qu'on avait enfant. Mais même un rêve d'astronaute, en fait, ça dit quelque chose de nous. C'est de se dire, en fait, qu'est-ce que ça disait de moi, le fait d'avoir envie d'être astronaute? Donc, c'est d'aller tirer tous ces rêves-là, d'aller tirer ce qui nous plaît déjà aujourd'hui, vraiment de monter en conscience là-dessus. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Les rêves d'enfant. Les rêves d'enfant, oui, c'est vraiment... L'idée, c'est d'aller... plein d'exercices pour aller prendre conscience de tout ça. Et en même temps, pour moi, ce qui est complémentaire et qui est intéressant, comme vous l'avez dit là, les personnes qui ont fait des commentaires, c'est d'aller voir quels sont les élans qui sont à l'intérieur de moi et que je n'entends pas forcément. Et donc ça, c'est par des pratiques, ce que je vais appeler d'état de conscience modifié, c'est-à-dire vraiment où je pose mon mental, en fait, tout simplement. Je sors de mon mental pour être à l'écoute de mon corps, de mon âme et de mes élans et voir en fait ce qui émerge de l'intérieur. Parce qu'en fait, le projet, c'est tout déjà en moi. Il y a juste besoin de le faire émerger. Et les blocages... Pardon. Vas-y. Je me dis, mais pour des personnes qui sont, tu vois, qui déjà prennent conscience qu'il faut changer, peut-être que l'état méditatif ou se mettre en méditation, ça peut être compliqué dans un premier temps. Tu vois, est-ce qu'il peut y avoir déjà des petites choses qu'on peut faire seul, sans être en état méditatif? Donc, tu disais peut-être se reconnecter à ses rêves, se dire ce qu'on faisait quand on était petit, peut-être se dire qu'est-ce que nous disaient nos parents. Enfin voilà, si tu es un artiste, ça le fait pas, ou faut que tu sois fonctionnaire et tout ça. Est-ce que tu vois, il peut y avoir déjà des petites choses? J'ai un côté carré, donc je crois que j'ai besoin de fiches pour aider les gens à ce que ce soit. Et après, on ira peut-être plus dans tout ce qui est méditatif et tout ça. Mais tu vois, la première peut-être étape, peut-être factuelle, je ne sais pas si c'est clair. Si tu veux aller identifier ce qui résonne en toi, effectivement, tu en as parlé, les rêves d'enfant, les rêves d'aujourd'hui aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux avoir des fois eu le truc de dire « Oh, j'écrirais bien un livre. Oh, je ferais bien une conférence. Oh, tiens, j'organiserais bien un cours de yoga. » Tu vois, tous ces trucs qui viennent à soi. Voilà, juste de mettre de la conscience. Après, moi, il y a un exercice que je trouve très puissant. C'est pour mettre en avant ses qualités d'être. C'est d'aller questionner des personnes qui nous sont chères ou des personnes avec qui on a travaillé et de leur demander quelles sont 3-4 qualités qu'elles voient de nous. Et moi, ce que j'aime bien rajouter comme petite question, c'est dans quel métier elles nous verraient. Et ça, souvent, il y a des choses intéressantes derrière. Parce qu'en fait, les autres projettent
ce que nous sommes, ce que nous exprimons et qu'on n'arrive pas forcément à voir nous, dans un métier. Et donc, ça peut donner aussi des idées. Ah, trop bonne idée. J'ai Lucie qui nous a répondu et qui nous dit: «Oui, je suis allée voir une kinésio à la suite d'un souci de santé. Ma vie a complètement changé depuis. Je sens bien aujourd'hui que mon corps m'a juste dit stop dans mon mode de Mm. fonctionnement». Le corps, je le répète à chaque vidéo, le corps, il sera toujours plus fort que la tête. Dès que vous avez un petit truc, quoi, il est juste en train de vous dire: «Il y a un truc à changer. Qu'est-ce qui n'a pas été exprimé? Qu'est-ce qui n'a pas été libéré? Qu'est-ce que je peux améliorer et changer dans ma vie?» Ouais. Donc, on est allé chercher les rêves d'enfants, ce qu'on aimait. On a posé des questions à notre entourage sur, nos qualités, quel métier on pourrait faire. Si on revient sur, tous les freins, est-ce que toi, tu nous invites à noter toutes nos peurs? Ah oui, carrément. Ouais, oui. Et en fait, les peurs, il y en a déjà, je pense, qui sont conscientes. Genre, enfin, une peur hyper classique, hein, c'est j'ai peur de manquer d'argent, parce que, bah, il y a le changement, donc potentiellement on quitte, dans la majorité des cas, on quitte une situation stable pour aller vers un ailleurs où on ne sait pas ce qui va se passer. Donc là, derrière, c'est la peur aussi de l'inconnu. Et donc l'idée, c'est vraiment d'aller identifier effectivement ces peurs. Et derrière, d'essayer d'aller voir d'où elles viennent. Moi, j'aime bien ça. Et je pense que tu es pareil, toi, Audrey. D'aller voir d'où elles viennent, d'où elles peuvent venir. Bah, toi, avec le travail que tu fais, Audrey, c'est vraiment d'aller voir dans ce qui s'est joué dans notre la conception, dans la grossesse, dans la petite enfance, et puis même après. Déjà, il y a des choses qui peuvent s'être passées à ce moment-là et qui peuvent nous avoir fait ancrer certaines choses. Donc ça, pour moi, c'est des expériences qu'on a vécues. Après, il y a le transgénérationnel. Genre, si j'ai une maman qui est soumise et que je sens que j'ai peut-être aussi un schéma de soumission, bon, voilà, il y a potentiellement quelque chose à aller nettoyer là. Donc ça, c'est tous les héritages familiaux qui sont visibles ou invisibles d'ailleurs. Après, il y a des conditionnements sociétaux aussi. On parlait d'injonctions des fois, genre artiste, c'est pas un vrai métier. Ah, ça, c'est un conditionnement sociétal. Et je pense qu'on est beaucoup là-dedans, nous, de se dire, puis on a toutes les deux fait des études scientifiques, t'es bonne élève, on va pas se poser la question, tu vas faire des études scientifiques, quoi. Ok. Voilà, c'est un conditionnement sociétal. Voilà, donc, et puis après, il peut y avoir d'autres origines, mais l'idée, c'est d'aller voir d'où ça vient. Pour moi, ça. Alors, il n'y a pas toujours la réponse, mais en tout cas, quand on arrive à voir et qu'on voit le lien, souvent, encore une fois, la conscience, ça aide à prendre du recul. Donc, déjà, ça peut alléger. Donc là, je pense que toi, tu peux témoigner là-dessus de certaines choses. Non, mais des milliards. Il y a Lilial qui dit: «Le génogramme est très intéressant pour la partie transgénérationnelle». Carrément. Carrément, mais oui, hein, dès que vous pouvez travailler. Mais moi, je me souviens de ma grand-mère, mon frère avait changé de voiture, il arrive et elle lui dit et en fait, elle lui avait fait une réflexion et ça m'avait choquée et moi, j'aimais profondément ma grand-mère et j'avais cette notion de si je change de voiture, si je peux montrer que je gagne de l'argent, je vais perdre l'amour de ma grand-mère. Donc je trouve que c'est toujours intéressant d'aller voir les remarques de vos parents, des grands-parents, de la famille et tout ça, pour se dire: «Ah ben en fait, peut-être que, bah, pour ne pas perdre l'amour de telle ou telle personne, beh, je vais rester coincée dans ce qu'ils attendent de moi». Mm. Mm. J'avais l'exemple comme ça, alors on va un peu plus loin là, mais je ne sais pas pourquoi ça me vient. J'avais l'exemple d'une personne que j'ai accompagnée qui, alors elle avait déjà un projet, mais l'idée c'était, elle avait donc c'était, elle avait un espace avec des yourtes, des choses comme ça, et en fait elle n'arrivait pas à communiquer dessus. Se rendre visible était hyper compliqué. Et donc en fait on est allé creuser et en fait il s'avère qu'elle avait un schéma de si je me rends visible, je risque de mourir. Et en fait, son arrière-grand-mère était juive et elle s'est retrouvée très jeune à devoir se cacher dans un placard. Ça me fait des frissons d'en parler, de se cacher dans un placard. Et elle avait ancré ce schéma de si je me rends visible, je risque de mourir. Et en fait, toute la lignée de femmes avait ce schéma-là. Alors que pour cette personne, aujourd'hui, de nos jours, il n'y avait pas de raison. Mais le schéma était là, quoi. Ça, on le revoit beaucoup, enfin et ça, je l'ai récemment entendu: «Bah oui, mais c'est normal, tu es dans la lumière, plus tu es dans la lumière, c'est normal qu'on t'attaque». Il y a aussi cette notion de Mm. avec cette phrase: «Victime de son succès». C'est comme si, le succès était associé à victime, l'inconscient, il est pas con, il va se dire: «Ah nananananana, J'y vais pas. réussir, c'est dangereux, réussir, il va y avoir des jalousies, jalousie». Et en fait, il peut y avoir plein d'avantages inconscients aussi à ne pas réussir sa vie. Eh oui. Exactement, c'est ça. C'est tout ce que. En fait, la question, moi, que j'aime bien poser, je la pose de deux manières. C'est quel bénéfice j'ai à rester dans la situation actuelle? Ah bah, j'ai le bénéfice du confort,
de la stabilité. Bon, ok, je suis pas hyper heureux dans mon job, mais bon, j'ai mon salaire qui tombe tous les mois. Ok, ça, j'ai pas besoin de m'en préoccuper. Et la question qu'on peut se poser également, c'est qu'est-ce que je risque à changer? Et donc là, il y a d'autres choses aussi qui peuvent émerger. Donc pour moi, c'est les deux questions qui peuvent être intéressantes de se poser pour voir quels sont les freins qui émergent comme ça en premier lieu. Carrément. Et je trouve ça intéressant quand je demande sur: «Mais, c'est quoi les avantages à rester dans cette situation?» «Ah mais il y en a pas». Si on cherche un petit peu: «Oui, alors en fait, il y a ça, il y a ça, il y a ça». Et ce qui m'a étonnée moi aussi, enfin voilà, c'est la peur, enfin, je veux pas être plus heureuse que ma meilleure amie, je veux pas réussir mieux Mm. que mon frère. Enfin, il peut y avoir aussi cette notion de je veux pas dépasser l'autre ou j'attends que l'autre réussisse. Ça peut être, beh, j'attends que mon compagnon aille mieux, enfin, si je suis trop heureuse, si ça va créer un Ouais, décalage dans le couple. Enfin, c'est aussi, «affolant» entre guillemets de voir qu'on peut, s'auto-saboter, quoi. c'est ça, avec la peur d'écraser, en fait, finalement, d'être écrasant pour l'autre. Ouais. Mm. Moi, je l'ai nettoyée, celle-là. Mm. Est-ce que tu as d'autres choses que les personnes pourraient, aller, creuser facilement? Bah, je pense qu'on est pas mal là. Alors si on vient sur l'argent, ce qui est intéressant, on peut parler de l'argent parce que le schéma est intéressant, c'est d'aller voir, moi j'aime bien questionner sur, OK, alors déjà comment fonctionnent vos parents et qu'est-ce qu'ils disent de l'argent? Comme tu dis, hein, c'est le schéma familial est assez important. Moi, par exemple, j'ai une maman qui clairement a une peur du manque et je la vois depuis toute petite. À chaque fois, elle est contente parce qu'elle achète des trucs en promo et tout ça. Et c'est vraiment, il y a quelque chose comme ça. Alors qu'ils n'ont pas de souci d'argent. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller voir qu'est-ce qui s'est joué dans les lignées familiales. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui, genre, a été entrepreneur et puis a fait faillite? Ou est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a gagné au loto et qui après s'est complètement coupé du reste du monde? Et en fait, c'est intéressant d'aller voir ce qui s'est passé pour voir quel est le schéma que j'en garde. Je peux garder le schéma de si je gagne trop d'argent, je vais me couper de ma famille et je n'aurai plus d'amour de ma famille. Bah ouais, mais dans ce cas-là, bah, qu'est-ce qui dit l'inconscient, qu'est-ce qui dit le mental? Bah, je vais pas gagner d'argent parce que sinon, bah, moi, je veux l'amour de ma famille. Donc ce qui est intéressant après, c'est d'aller nettoyer ça. Carrément. Il y a Lucie qui nous dit: «Rien que la connaissance des pensées limitantes est vraiment un sujet énorme, on ne se rend pas compte de la puissance que ça a en nous». Mais Ouais, carrément. ouais, L'inconscient, il est bloqué sur ce qui s'est passé dans la famille, puis lui, il va se dire: «OK, bon, moi, dans la famille, il s'est passé ça, donc bah, je vais être sur la même lignée pour, pas reproduire ou pour pas souffrir». ouais. Oui, il y a vraiment un truc, je trouve on fait ça souvent avec les petits, enfin souvent, je sais pas, moi je l'ai vu souvent avec les enfants, quand par exemple moi j'ai un enfant mon enfant qui, je vois qu'il a un schéma et que c'est le mien, je peux lui dire en fait, «OK, ce schéma-là, c'est le mien, ça ne t'appartient pas» et déjà de soi à soi, de se dire en fait: «OK, ce schéma ne m'appartient pas», c'est déjà quelque chose d'intéressant. Je vois Samia qui dit, quels sont les outils pour identifier le programme limitant, à des fusils et les outils pour diffuser. Bah, pour identifier le programme limitant, pour moi, c'est d'aller questionner. Tu peux le faire de toi à toi, clairement d'aller questionner comme je t'ai proposé là, c'est-à-dire déjà d'aller voir ce qui bloque, d'aller voir d'où ça peut venir. Est-ce que tu as, toi, dans ton enfance, vécu des choses? Est-ce que tu as vu des choses dans ta famille? Est-ce qu'il y a des choses dans ta lignée? Donc ça, c'est voilà, c'est un travail à faire toi de petite fourmi et à aller creuser. Après, tu peux te faire aussi aider de personnes extérieures qui, parfois, quand on est en plein dedans, c'est des fois difficile de le voir pour soi. Donc moi, j'aime bien des fois, même pour moi, hein, aller demander à quelqu'un d'extérieur de mettre en avant, enfin de faire un espèce de miroir pour que je me rende compte du schéma que j'ai et du schéma qui bloque. Donc ça, c'est pour la prise de conscience. Et après, pour diffuser, il y a plein d'outils. Euh, Audrey et moi, on fonctionne de la même manière avec quelque chose d'assez simple qui est parfois juste de dire à haute voix ce que tu penses porter. Donc, bah, j'ai peur de manquer d'argent. L'idée, c'est vraiment d'être dans un temps de centrage et tu dis, bah, j'ai peur de manquer d'argent. Et tu mets l'intention juste que ça puisse se passer ce qui a besoin de se passer. Donc là, on est plus dans un travail énergétique. Enfin, subtil, on va dire ça comme ça. Après, tu as d'autres outils. Tu as l'EFT, tu as l'AIT, et puis après en kinésio, si tu veux te faire accompagner par quelqu'un, clairement, ça peut aider. Ouais. Tu as d'autres outils, toi, Audrey, qui te viennent comme ça? Bah, essentiellement la kinésiologie. Après, j'aime bien demander à la personne: «OK, bon, votre rêve, c'est de venir comme ça où j'ai une baguette magique et hop, j'exauce ce que vous êtes en train de me dire, c'est-à-dire, ce métier-là». Comment vous vous voyez? Ou comment vous voyez les gens qui sont comme ça? Par exemple, comment vous voyez les gens qui sont riches? Comment vous voyez les gens qui ont confiance en eux? «Ah non, mais en fait, ils sont arrogants, puis en fait, ils écrasent tout le monde et puis avec leur gros 4x4, nanana».
Bah, c'est mort, en fait. C'est à partir du moment où, ce que j'ai envie de devenir, en fait, ça me rebute et j'ai pas du tout envie d'être comme ça, bah, l'inconscient va être différent. Donc je vais demander aux personnes: «OK, à partir d'aujourd'hui, je vais vous inviter à regarder des personnes qui sont riches et qui sont sympas. Je vais vous demander des personnes qui réussissent et qui sont généreuses». Parce que sinon, bah, je vais regarder le monde avec, mes lorgnettes de «Les riches, c'est des cons» et enfin, voilà, et je leur demande de changer de regard. Je sais pas si je suis claire, mais Ouais, c'est très en clair. fait, il Si, si. suffit d'une seule personne qui soit riche et sympa, généreuse et tout ça, pour qu'en fait, votre croyance à l'intérieur de vous se dise: «Mais en fait, c'est pas une vérité absolue». Mmh. Mmh. C'est clair? Ouais, c'est très clair. Et Lucie qui dit: «Oui, enfin, selon son âge, ça peut être un énorme ménage intérieur». Ah bah, ça, c'est clair. Après, Lucie, ma vision des choses, et je pense qu'Audrey a la même, c'est qu'en fait, pouvoir faire émerger un projet qui vient vraiment de l'âme, qui vient du cœur, qui vient de toute la profondeur, et de pouvoir faire émerger ta contribution, ça passe par une phase de nettoyage, clairement. Et bien sûr, le nettoyage se continuera tout le temps, mais pour moi, il y a vraiment un moment où c'est comme s'il y a un truc qui... On a nettoyé, et ce qui fait qu'il y a un truc qui peut s'enclencher en nous, et qui fait que, OK, le projet peut émerger. Moi, je l'ai vu chez moi, hein, c'est-à-dire que j'avais conscience de ce que je pouvais apporter, j'avais conscience des idées de projet, j'avais plein de choses qui venaient les nuits, des idées, j'en avais plein. Et en fait, j'arrivais pas à passer à l'action. Dès que je passais à l'action, c'était lourd, c'était dur. Et en fait, il y avait tout un travail qui se faisait en moi. Et à un moment, mais ça a pris plusieurs mois, hein, et à un moment, il y a un truc qui a cranté. Et là, pour le coup, pouf, ça s'est ouvert et le passage à l'action a été hyper fluide. Donc oui, il y a un ménage intérieur à faire, et ça fera de toi quelqu'un d'encore plus beau, quelqu'un d'encore plus humain, d'encore plus conscient dans ce que tu pourras apporter, quoi. Mmh. Mais oui. Mmh. Et après, on se dit: «Ah mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt?» Bah, parce que ça faisait partie de notre chemin. C'est ça, on n'était pas prêts. Je reviens sur quelque chose que tu as dit sur cette notion de, en fait, quand je me rends compte que mon enfant porte quelque chose qui m'appartient, je peux facilement lui dire: «Bah, en fait, c'est à moi, ça m'appartient». Et en fait, quand j'ai une personne qui je dis: «Mais en fait, ça, vous portez ça qui appartient à votre mère, à votre père, est-ce que c'est possible par un exercice de, bah, maman, je te redonne ça, ça t'appartient, papa, je te redonne ça». Et il y a cette notion de: «Oh, bah non, les pauvres, ils ont déjà ça, je vais pas leur dire, je vais les vexer, et je leur dis: «Mais c'est comme si, en fait, vous portiez le manteau de votre père qui est beaucoup trop grand et que vous avanciez dans la rue». C'est pas OK, sachant que ce manteau que vous portez, qui est pas le vôtre, vous pouvez le transmettre effectivement à vos enfants. Donc Ouais. je sais pas si je suis claire, mais avec cette notion de des fois, il peut y avoir une difficulté à redonner à nos parents ce qui nous appartient Ouais. pas. Ouais, j'ai le même feedback, moi, parce qu'effectivement, on fait ce que j'appelle des nettoyages transgénérationnels, où vraiment, l'idée, c'est de prendre conscience de ce qu'on porte, de le matérialiser, de voir quelle forme ça peut prendre, et de le rendre à la personne. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est déjà, quand on le rend, de dire, ben, je te le rends avec la conscience associée. C'est-à-dire que c'est pas juste, je te le balance à la gueule pour te le rendre, c'est vraiment, je te le rends et je te mets une pointe de conscience. Comme ça, si toi, tu as envie d'avancer pour t'en libérer, eh bien, peut-être que j'aurais pu t'aider à prendre conscience de ça. Il y a de ça. Et ensuite, il y a autre chose, là, dernièrement, qui est venue. J'ai trouvé ça intéressant. Alors, la personne le rendait à une personne qui était décédée. Et en fait, la manière dont on le voyait, c'est qu'en fait, la maman qui était décédée, grosso modo, elle le reprenait. Et c'est comme si elle disait, mais attends, je m'en occupe, je vais aller le nettoyer. Et il y a vraiment ce truc de, en fait, faites confiance à vos aïeux pour vous aider, en fait. Parce que toute votre lignée, elle a juste un seul intérêt aussi, c'est que vous soyez heureux et épanoui. Donc, rendez-leur en leur disant, écoute, ça t'appartient, je te le rends, fais-en ce que tu as besoin d'en faire aujourd'hui. Il y avait Jacques Salomé. Jacques Salomé, c'est celui qui a écrit la méthode ESPER et qui travaille beaucoup avec les objets. Et en fait, il est allé sur la tombe de sa mère et en fait, il avait un cœur et il avait une merde, en fait, hein. Et il lui dit: «Maman, je garde tout l'amour que tu m'as donné, mais je te rends toutes tes merdes». Et Ah ouais. symboliquement, il avait redonné cet objet, ça devait être sur la tombe c'était très symbolique. Jacques Salomé, il y a vraiment cette notion très symbolique. Et parfois, en fait, ça peut être compliqué verbalement d'aller voir nos parents et leur dire: «Mais en fait, cocotte, ça, c'est à toi, je te le redonne». Ça peut être sous forme d'objet, mais je pense que ça peut être sous forme d'écrit ou des choses comme ça. Est-ce que c'est des choses Moi, que je tu le fais fais en aussi? projection. C'est-à-dire que je fais beaucoup, hein, parce qu'il y a beaucoup de nettoyage transgénérationnel. C'est-à-dire que la personne s'assoit sur le canapé, elle invite la lignée ou la maman ou quoi que ce soit à se mettre devant elle sur une chaise. On met vraiment une chaise devant.
Et ensuite, voilà, on parle à cette personne. Et franchement, même si la mère, par exemple, est encore de ce monde, il y a souvent des choses qui se passent. Souvent, j'ai des clients qui me font des messages après, mais tout de suite, tu dois avoir ça, qui me disent oh, il y a ma mère qui m'a appelé et qui m'a parlé de trucs, elle ne m'avait jamais parlé comme ça. Ou alors, oh, il y a mon frère qui m'a dit un truc, mais rien à voir avec la choucroute, et j'ai vu en fait que ça avait bougé, quoi. Et je trouve ça génial. Oui, c'est magique. Enfin, pour moi, on est tous interconnectés C'est et ça. on est dans un système. Donc, si moi je bouge ou que je redonne quelque chose qui m'appartient pas, ça fait bouger toutes les personnes Ouais. de la famille et c'est magique. Enfin, et je Et me puis, disais, il y a pardon. cette notion de oui, c'est difficile des fois de le faire en physique avec ses parents. Moi, franchement, il y a plein de choses, et puis j'ai pas envie de le faire en physique. Sur certaines choses, voilà, j'ai pas envie. Par contre, en énergétique, enfin, voilà, vraiment avec l'imaginaire, et donc finalement juste le travail en énergétique, et ben en fait, ça fait tout autant effet. C'est ça qui est extra. Mais comme tu dis, ça peut être aussi en écrivant une lettre. Voilà, c'est vraiment chacun a sa manière de faire, quoi. Mmh. Une fois, j'avais de la colère par rapport à une personne et en fait, j'avais trouvé plein d'objets. J'étais là: «Ah, je vais faire ça, ça va représenter ma colère et tout» et en fait, juste le fait d'avoir acheté tous les objets sans finaliser, ce que j'avais imaginé dans ma tête, ça avait suffi. Donc le fait de porter l'intention et de se dire: «Je vais symboliser, je vais extérioriser cette colère», en tout cas, ça avait fonctionné. Il y a des Mm. questions, je les lance. Milgueule qui dit pareil: «Tout coince, j'ai un nouveau projet qui est lancé, mais il y a un gros blocage, celui-là se développe pas, je ne trouve pas la clé». Écoute, si tu trouves pas la clé avec ce qu'on a donné, moi, je vais te dire ce que je ferai à ta place. J'irai voir quelqu'un parce que, voilà, comme je disais tout à l'heure, des fois, moi, je sens que je suis embourbée dans mon schéma et en fait, j'arrive pas à sortir pour regarder ce qui se passe. Donc, voilà, ça peut être aussi, appel à un ami, quoi, ou appel à un praticien. Et d'accord et alors je sais pas si c'est il ou elle, hein, je suis vraiment désolée, qui recommande «Cette douleur n'est pas la mienne» à ce sujet qui est Je très connais pas important. ça, tiens. Je vais regarder. De Marc Woulin. Je Merci. connais pas. Et on a Christelle qui nous dit: «Bonjour mesdames, merci beaucoup pour votre podcast. Pouvez-vous parler du syndrome de l'imposteur?» Oui, qu'est-ce que tu veux savoir, Christelle, sur le syndrome de l'imposteur? Le syndrome de l'imposteur, c'est, alors je vais te dire moi comment je le vois, tu diras toi Audrey comment tu le vois. Le syndrome de l'imposteur finalement c'est, genre, il y a des choses, tu fais des choses, tu es à un endroit où tu as du feedback positif et où il y a une part de toi qui se dit: «Mais ils vont se rendre compte à un moment que je suis pas compétente et que c'est pas pour de vrai». Ouais, j'ai un peu ça moi. Comment tu le vois toi Audrey, le syndrome de l'imposteur? Quand j'ai une personne qui me dit, j'ai vraiment syndrome de l'imposteur, je lui demande de faire le CV de sa vie. C'est-à-dire que je vais lui demander de prendre le temps de se dire: «Bah, en fait, quand j'étais petite, j'avais ça comme qualité, ou il s'est passé ça dans ma vie et j'ai développé telle compétence et tout ça» et pas faire un CV de j'ai mes diplômes, mais en fonction de chaque âge et de ce que j'ai vécu, me dire: «Ah oui, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai cette compétence», de manière à ce que l'inconscient se dise: «Non, mais en fait, j'ai toutes ces capacités-là, au-delà de mes diplômes, parce qu'en fait, ma boîte à outils est remplie déjà d'autres choses». Je le présente plus sous cette forme, pour un exercice, quoi, qui moi Mmh. m'avait fait du bien en me disant: «Ah mais en fait, je me rends compte que j'ai déjà tout ça, quoi». Mmh. Ouais, donc il y a vraiment ce truc sur les compétences pour pouvoir gagner en confiance. Après moi, je le vois aussi sur le côté des qualités, et c'est pour ça que j'aime bien quand on demande des feedbacks aux autres, parce que même des feedbacks écrits où on en discute avec des gens qu'on aime, ça permet vraiment de faire un travail. Après, moi, j'ai déjà rencontré des personnes qui avaient un syndrome de l'imposteur parce qu'en fait, il y avait une part d'elles, et pour le coup, il y avait un schéma inconscient, très profond qui s'autorisait pas en fait à rayonner, quelque chose comme ça. Donc ça si c'est un schéma que tu as et que malgré le fait que tu aies pris conscience de tes compétences, de tes qualités, il y a encore quelque chose qui bug vraiment, bah, ça vaut le coup d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. J'ai Stéphanie qui nous dit: «Bonjour, est-ce qu'il est possible de faire cet acte de guérison pour l'ensemble des ancêtres de nos 2 lignées et pas nominativement?» Oui. Oui. Dans ce cas-là, enfin, si moi, l'exercice que je proposais, j'invoque les deux lignées, hop, tous les ancêtres, bam. Après, je t'avoue que si je me rends compte que dans la lignée, il y a une personne qui porte ce schéma que j'ai plus précisément, qui le porte tous, mais qu'il y a une personne plus en particulier, moi, je vais le faire en 2 fois. C'est-à-dire que je vais le faire avec la personne en particulier et après, je vais le faire avec tout le reste de la lignée. Mmh. Carrément. On n'est pas, hein, voilà, comme ça, on met 2 couches. Et au moins, ça part. Non, puis on va le sentir dans le corps. Je sais que je propose facilement l'exercice de «je te suis déloyale et c'est OK pour moi», d'imaginer Ouais. la personne en face de moi
Parfois, on est persuadé qu'on est déloyal vis-à-vis de son père, et puis il se passe rien quand on fait l'exercice. Puis tiens, on va faire l'exercice avec notre mère, puis c'est à ce moment-là qu'on va pleurer. Donc, Mm. ça peut être aussi intéressant des fois, comme tu le dis, Émilie, de se positionner face à une seule personne et voir ce Mm. qui se passe. Et, oh, je pourrais parler des heures de ce sujet. Est-ce qu'il alors, je suis en train de lire. Faire un acte de guérison pour l'ensemble des ancêtres. C'était ça, on a répondu à la question. Ok. Purée. Ouais, il y a donc plein de nettoyage, quoi. Il y a plein de nettoyages qui s'invitent. Mais c'est chouette, c'est un beau chemin. Et c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que au-delà de se dire, parce que des fois, c'est des fois, c'est un peu casse-pied quand même de dire, j'ai encore ça, voilà, j'ai ça qui bloque, encore ça, et puis d'avoir l'impression d'être tout le temps en train de nettoyer. Et en même temps, je trouve que c'est important de prendre conscience combien ça libère le reste aussi, combien ça allège en fait au quotidien. La personne que moi je suis aujourd'hui n'est pas du tout la même de celle que j'étais il y a des années en arrière, où je portais beaucoup plus de choses et où j'avais beaucoup moins de conscience en fait de tout ça, et j'avais beaucoup moins nettoyé. Souvent dans mes patients, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui comprends les choses dans la famille. J'ai l'impression que les autres, ils bougent pas. C'est à moi de tout faire. Et j'ai comme si il y avait un éclaireur par famille, quoi. J'ai l'impression que en mode, ouh, ce serait peut-être temps de faire quelque chose. Moi, j'appelle ça le maillon cassant. C'est-à-dire quand il y a une personne qui a besoin d'aller nettoyer le schéma, où généralement il s'exprime du côté papa, du côté maman, et elle porte les deux, et où elle sent qu'elle doit faire bouger, et qu'en plus, généralement, si elle a des enfants, elle se dit « j'ai pas envie de transmettre ça à mes enfants », et où il y a un travail à faire pour casser ce schéma-là, ouais. Et je rebondis là-dessus, c'est en étant vous-même, en faisant des choix, en vous choisissant, que vous montrez ces belles qualités à vos enfants, en fait. Je me sabote, si je m'oublie, si je fais passer les désirs des autres avant les miens, si je suis dans le sabotage ou j'ai pas le mot, dans le sacrifice, c'est ce que vous renvoyez aussi à vos enfants, en fait. Et donc, ils vont se dire, bah, si maman fait ça ou si papa fait ça, bah, c'est normal, je dois faire ça. Donc, en allant vers ce qui vous anime, je trouve que c'est un beau cadeau pour vos enfants. Ouais. Effectivement. Ouais, moi, j'ai réalisé, avec tous les blocages que j'avais, mais j'avais quand même des choses positives. J'ai réalisé que ma maman a été infirmière, et puis après, suite à un déménagement, parce que mon père a été muté, elle n'avait pas retrouvé de boulot, et elle a changé de métier pour se mettre à son compte. Et en fait, j'ai réalisé, mais tardivement, tu vois, à la quarantaine, de me dire, waouh, en fait, j'ai eu l'exemple de, c'est possible de quitter quand même un endroit sécuritaire pour aller se mettre à son compte et avoir une activité. Donc, en fait, c'est ça aussi, c'est intéressant. Tiens, on est allé beaucoup sur les blocages, mais c'est intéressant aussi d'aller voir les exemples que vous avez devant vous. Comme disait Audrey tout à l'heure, quand vous avez si vous avez par exemple la croyance, si vous avez que des gens autour de vous, des riches qui sont détestables, forcément vous allez avoir cette croyance. Mais si vous avez des gens autour de vous qui ont fait des choses, qui ont réussi, attachez-vous à vraiment voir, ok, quelle croyance je peux garder de ce schéma-là que je vois chez cette personne, ou en tout cas dans ce schéma-là, quoi. Et en off, avec Émilie, on parlait de ce qui s'était passé la semaine dernière pour moi. Je suis allée au concert de Ben Mazué. Et en fait, c'est cet homme qui m'a beaucoup touchée. En fait, fait des études de médecine. Et à un moment donné, il s'est dit, fuck, j'en ai rien à faire, je veux faire de la musique. Et il a réussi. Et pourtant, Dieu sait que si on est médecin, il peut y avoir cette sécurité. Ce je suis médecin, c'est beaucoup plus stable ou mieux pour la société. Et je trouve que c'est un bel exemple de réussite je change de voie pour trouver ma voie. Ouais. Il y a Stéphanie qui nous dit, le chemin est long. Ah oui. Stéphanie, je pense que c'est une croyance limitante. Tu peux te dire, le chemin peut être court. Complètement. Le chemin peut être rapide. Alors oui. Pour toutes les personnes qui vont regarder ce live ou qui sont présentes, est-ce qu'on peut dire que la vie, elle peut être facile, que ça peut être facile? Oui. Après, je pense que, on va dire que sur cette terre, dans cette culture, on a quand même un gros truc de « il faut souffrir pour être heureux ». J'ai réalisé il n'y a pas longtemps qu'on a quand même un exemple de Jésus, qu'aujourd'hui on affiche sur la croix en train de souffrir dans les églises et en disant « c'est un homme merveilleux, regardez comme il souffre ». Je me dis, franchement, je pense que ça fait genre 3 mois que j'ai réalisé ça en me disant « mais quelle croyance quelle injonction on est en train de nous mettre, quoi. Il faut souffrir pour être heureux. » En même temps, Stéphanie, c'est facile d'en parler, mais moi j'ai fait un burn-out, j'en ai bien sué. Mais je pense aujourd'hui que c'est une croyance, et j'ai vraiment envie, moi à moi, de
de me dire ça peut être fluide en fait. Oui, bien sûr, ça veut dire que ton quotidien, il y aura quand même de la colère, il y aura quand même de la tristesse, mais en fait, tu peux juste te dire que tu accueilles tout ça et que juste ça te traverse et que la vie reste fluide et que tout ce qui peut émerger peut émerger. C'est un véritable chemin de conscience, quoi. Il y a Lucie qui nous dit: «En fait, j'ai la sensation que quand on a engagé le travail sur soi pour débloquer son évolution, tout suit ensuite». Complètement. Ouais. Mais oui. Mais Puis j'ai l'impression qu'à partir du moment où on s'est dit: «En fait, non, c'est le go, j'écoute mon cœur et tout ça», en fait, la vie, elle vous amène, bah, les bonnes personnes, les bonnes choses. Et c'est ma croyance positive, quoi. c'est ça, c'est les croyances aidantes, c'est-à-dire remplacer une croyance limitante par une croyance aidante. Il y a Miliol qui nous dit: «Exactement, travail compliqué, ce qui implique parfois des ruptures de contact pour cesser de souffrir et pour aussi casser des habitudes familiales pour protéger nos enfants». Ouais. Carrément, enfin, moi, j'ai l'impression qu'à partir du moment où on s'aligne avec qui on est, ben, on vibre plus sur les mêmes fréquences que, bah, nos amis, notre famille. Ouais. Oui, ça peut être ça peut être des coupures de liens en conscience, de dire bah, j'ai plus envie de voir cette personne. Et après, il peut juste y avoir. Moi, je vois, hein, j'ai des amis que j'ai gardés pendant des années, et en fait, là, c'est comme si la relation s'étiole, puis il y en a d'autres qui arrivent. Ah, il y a une chouette question. Bonjour, pour ma part, je n'ai pas d'enfant, mais je me demande si en faisant ce travail de nettoyage sur moi vis-à-vis de mes lignées, cela a-t-il un impact sur mes neveux et nièces? Ça, pour moi, ça a un impact en dessous, au-dessus, de tous les côtés. Mmh. voire même, voire même, je pense, dans ton entourage, mais genre dans tes amis, des choses comme ça. Tu vois, quand on disait tout à l'heure, si tu as l'exemple de quelqu'un qui a fait un truc chouette, qui a réussi, genre si toi, tu arrives à te libérer d'un truc, tu peux avoir un de tes amis qui a le même schéma que toi et qui se dit, mais en fait, elle a réussi. Elle a réussi, donc moi aussi, je peux réussir. Donc pour moi, tu vois, c'est vraiment cet effet papillon où... alors oui, Carrément. les enfants, bien sûr, c'est tellement direct et je pense qu'on leur transmet tellement que Mmh. l'impact est vraiment important. Après, tout autour. Donc, génial. Et puis, en fait, fais-le pour toi. À la base, c'est ça. Carrément. Bon, je reparle un peu de moi, mais en fait, moi, je n'ai pas d'enfants, mais j'ai des neveux et nièces et je sens bien que, enfin, ils suivent mon actualité, ils voient ce que je fais et en fait, je vois bien qu'ils peuvent me poser des questions, que ça ouvre cette capacité de: «Ah mais en fait, c'est possible, on peut faire ça et ça et ça», donc génial. Et comme le disait Émilie, plus tu vas faire, ce que tu veux, plus ça va rayonner, ça va donner envie aux autres de se dire: «Mais oui, en fait, ma tata ou mon tonton peut le faire, alors ça veut dire que moi aussi je peux le faire». Moi, j'ai pas mal d'amis comme ça avec qui on parle beaucoup de tout ça. Et quand ils voient, de l'ingénieur très dans le contrôle, très dans suradaptation que j'étais, et de voir combien ça s'est libéré, et combien j'ai quand même fait un switch à 180 degrés. Je remercie mon mari de m'avoir suivi et soutenu là-dedans. Bah ouais, ils aiment bien en parler pour parler de là où ils en sont et de voir comment éventuellement l'expérience que j'ai vécue peut les aider à évoluer, quoi. Mais non, puis c'est palpable, tu vois? C'est pas comme, le reportage qu'on va voir sur TF1 Ouais, ou comment elle a changé sa vie. Là, en fait, c'est ta tante, quoi. ouais, ouais, C'est ton ouais. cousin, Ouais, c'est enfin, je trouve concret. ça génial. Mmh. C'est, «Oh, on peut la toucher, c'est vrai, on peut lui poser des», enfin, ça change tout. Ouais. Il y a Miliol qui nous dit: «On n'est pas à l'abri d'un succès». C'est tout ce que je te souhaite. Tu te rends compte, Miliol, si imagine, moi je suis un peu bisounours de certains côtés, mais j'ai envie de continuer à croire à ça. Imagine, on a tous un potentiel magnifique en nous, avec des choses qu'on sait faire, mais de manière, voilà, la zone d'excellence, moi j'appelle ça vraiment un talent qu'on a. On a tous une contribution qu'on peut apporter, qu'elle soit une contribution pour des gens, pour la nature ou pour quoi que ce soit, peu importe. Imagine si chaque personne était en capacité de se dire je laisse tout ça s'exprimer et donc je suis dans la joie, dans je vibre, dans je contribue. Et verdict, j'ai aussi débloqué ce que j'ai besoin de débloquer. Mais en fait, ce serait le monde des bisounours, quoi. Très clairement. Tu vois, il y aurait plus de jalousie. Chacun est juste ce qu'il a besoin d'être, en fait. Et puis Ah on moi, serait c'est ma plus. mission, hein, clairement, je le dis, hein. Pour Ah moi, oui. si on libère, après moi, je suis plus dans la vie intra-utérine, mais plus on libère, nos blocages émotionnels et nos pensées limitantes, on va arrêter d'être jaloux de son voisin, on va arrêter d'être en colère, enfin, ça va tout changer, quoi. Et c'est ce que j'aime bien dans, tu vois, vraiment, moi, la manière dont j'accompagne, qui est aussi d'aller vraiment identifier ce qu'on a à l'intérieur de soi, c'est qu'en fait, les personnes après se disent, en fait, voilà, j'ai tout ça qui fait partie de moi aujourd'hui et que je peux exprimer. Et en fait, c'est déjà tellement énorme et c'est déjà tellement beau que j'ai pas besoin d'aller me dire, je veux faire autre chose, tu vois?
J'ai pas besoin de me dire, oh, j'aimerais bien faire le truc du voisin, parce qu'en fait, j'ai déjà un potentiel énorme qui est là. Mm. Il y a Stéphanie qui me demande s'il y aura un replay de ce chat. Eh bien, en fait, j'ai trouvé le truc. Donc, lors du replay, vous aurez les questions que vous avez posées. Voilà, à peu près. Il y a Miliol qui dit, bah, en fait, je dis à tout le monde, mais je n'arrive pas à me l'appliquer à moi. Donc c'est déjà bien d'en avoir la conscience. Et ce sera intéressant peut-être de se demander, est-ce que j'ai peur de mieux réussir que Ouais. je vais passer pour qui si je réussis? Est-ce qu'ils vont toujours m'aimer? Est-ce qu'ils vont toujours m'apprécier? Est-ce qu'ils vont toujours vouloir me voir? Ouais, j'ai peur qu'il se passe quoi si je change? Mm. Mm. J'ai pourtant aidé des personnes avec cette phrase, mais j'ai une croyance limitante cachée qui fait que je ne me l'applique pas à moi. Eh oui! Bah, bravo pour cette conscience. Franchement, Miliol, c'est déjà génial en fait. Carrément. Et Team Bisounours, mais oui! Mais oui! Pour moi, même si faire est nécessaire, ce qu'on fait ou non est moins important que ce qu'on devient. Dans le positif et l'alignement à soi, ça déculpabilise vis-à-vis des blocages. Alors attends, je relis la question. Même si faire est nécessaire, ce qu'on fait ou non est moins important que ce qu'on devient. Ouais, que ce qu'on est en fait. En fait, le faire, peu importe ce que tu fais, je pense qu'on est d'accord, Samia, là-dessus, peu importe ce que tu fais, l'important c'est d'où ça part, de qui tu es. Et en étant juste pleinement toi et dans la beauté de tout ce que tu es, tout ce que tu vas faire, ce sera beau. Oh, c'est beau ce que tu dis. Merci. Moi aussi, je m'écoute et je me dis waouh. Émilie, quels sont les types de personnes que tu reçois ou qui viennent à toi, que ce soit en individuel ou dans tes groupes ou dans tes programmes? Alors, les personnes qui viennent à moi, ce sont des personnes qui ont déjà conscience que, voilà, elles ont envie d'un changement professionnel. Donc, il y a un truc qui ne va pas. Et soit elles ne savent pas du tout vers où aller. Ce qu'elles me décrivent généralement, c'est un genre, je veux bouger, mais alors je suis dans un brouillard, je n'y vois rien du tout, je ne sais pas. Ou j'ai aussi des personnes qui me disent, j'ai quelques idées, mais clairement, je ne suis pas passée à l'action. Je sens que je freine des cas de fer. Et donc voilà, c'est ces personnes-là qui ont vraiment envie et qui ont vraiment, pour moi, ce qui est important, c'est que c'est des personnes qui se sentent prêtes à aller se rencontrer profondément, à aller se débloquer pour faire un changement dans leur vie. Et donc moi, je les accompagne dans cette étape-là, en fait. Dans cette étape-là, à aller identifier qu'est-ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles, quelle est cette fleur avec cette mission de vie, avec ses plaisirs, avec ses qualités, etc., sa zone d'excellence, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que chaque personne a à l'intérieur d'elle, et ensuite d'aller vraiment identifier les blocages de chaque personne pour débloquer, et que, en fait, les blocages, ils interviennent à deux niveaux. Les blocages, ils empêchent au projet d'émerger, et ils empêchent ensuite, potentiellement, de le mettre en action. Donc l'idée, c'est de débloquer dès qu'il y a un truc qui arrive pour que le projet émerge pleinement. Et ensuite, quand on passe à l'action, de débloquer ce qui a besoin d'être débloqué pour que ça se matérialise. Les personnes, tu les vois en présentiel ou ça se fait aussi en ligne? Alors là, j'ai tout un parcours qui est en ligne, avec potentiellement un week-end dedans en présentiel, mais un parcours qui est en ligne. Et après, j'ai des personnes qui viennent au cabinet. Donc moi, je suis située à Pommiers, dans le Rhône, au nord de Lyon, dans le Beaujolais. Et des personnes qui viennent en présentiel, mais je fonctionne beaucoup en ligne en fonction des besoins. Alors, j'ai une question. Sur le succès par rapport au temps imparti en coaching, on ne mesure pas les changements et pour un travail en profondeur, le temps est nécessaire. Agir sur quelque chose de concret me paraît plus attractif. J'ai pas compris ta question. Tu as compris la question de Bertrand? Non. Ouais, Bertrand, si tu peux reformuler ta question, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a une notion de parce que c'est en coaching, il y a peu de temps, il y a peu de séances, enfin moi je sais pas combien de peu de temps dure un coaching et du coup est-ce que le temps d'un coaching c'est suffisant par rapport au changement ou parce qu'il y a un changement ça demande du temps et c'est pas qualifiable en coaching? Ouais, ok, si c'est ça, je comprends effectivement ta question. Aujourd'hui, moi, là où j'en suis, en tout cas, et dans ce que je propose un parcours de 4 mois. Parce qu'effectivement, le changement, déjà faire émerger et changer à l'intérieur pour s'autoriser à passer à l'action, ça prend du temps. Effectivement. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que sur les 4 mois, à chaque étape, à chaque fois que tu vas faire émerger quelque chose et tout, tu as potentiellement un autre blocage qui arrive. Et en fait, verdict, c'est tu fais émerger, il y a un truc qui bloque, tu le libères, hop, ça permet de faire émerger autre chose. Et en fait, c'est tout un truc qui se passe. Alors, ça fait un peu machine à laver quand même. Hein. Mais
c'est vraiment un chemin de conscience et un chemin de nettoyage, un chemin d'émergence qui est effectivement dans le temps. On va dire ça comme ça. Comme le temps de ce live est bientôt imparti, je savais, Émilie, que tu voulais nous proposer un exercice. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu peux nous proposer? Oui, tu veux qu'on fasse ça en 5 minutes? Si tu veux. Ok, je vois une question où on fait la question de Lucie. On va peut-être pas pouvoir tout faire, ou alors je prends un peu plus de temps. Moi, ça me dérange pas de faire. Alors, vas-y pour Lucie, et puis après, on fera l'exercice, si c'est OK pour toi. Ouais, tout est ok. Ma compagne est allée voir un médium récemment, et elle est très cartésienne et ne comprend pas trop la spiritualité. Comment l'aider? Tu as 4 heures, Émilie. Voilà. Bah non, en fait, moi, tu vois, je suis médium et j'ai un mari qui est pas du tout là-dedans. Très clairement, essayer de la convaincre, ça sert à rien. Pour moi, c'est juste, t'es là, tu es, Lucie. Donc, j'imagine que toi, t'es plus connectée à la spiritualité. Continue à être et en fait, laisse-la faire son chemin. J'ai rien d'autre à te dire. Je pense que tu es d'accord avec moi, Audrey, non? Ouais, en fait, plus on est, plus on vit, plus on va donner envie ou pas, en fait. Mais c'est plus tu vas être qui tu es, et l'autre va se dire: «Ah ouais, tiens, en fait, ça a l'air de marcher sur elle, je vais y aller». Mais en fait, forcer, non, l'autre est pas toujours encore prêt ou est encore, peut avoir des œillères. Puis la spiritualité, il y a vraiment quelque chose où la personne doit décider d'elle-même de se dire j'ai envie de m'ouvrir à ça. Si elle n'a pas envie, de toute façon, quel que soit, même si elle va avoir une médium qui lui dit des trucs de ouf, où tu te dis mais tu peux pas ne pas y croire, si elle n'a pas envie d'y croire, elle y croira pas. Parce qu'elle a ces fameuses lunettes de non, ça n'existe pas. Donc elle essaiera absolument d'interpréter ça sur non, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Avec plaisir, Lucie. Allez. Ah, il y a Stéphanie. Je suis prof de PS encore à 100% certifiée en kinésiologie et réflexologie crânio-sacrée depuis 2021 et depuis 2021, je consulte. Bravo! C'est bien. Et tu vois, tu fais du et. Et c'est ça, et Audrey et moi, on a un peu le même parcours, c'est qu'on fait plusieurs choses à la fois, et en fait, tu laisses émerger ce qui a besoin d'émerger, donc génial. Mais oui, arrêtons les casquettes là. Souvent, je dis à mes élèves que sur ma plaque, j'aimerais juste marquer Audrey May et pas et kinésiologue et machin. J'en ai marre de ces pancartes. Bon, je referme la parenthèse. Et, Émilie, est-ce que tu peux nous dire à peu près ce que tu veux, ce que tu vas nous proposer pour nous mettre en jambes là? ok, combien de temps on a? 5 minutes. 5 Ça joue minutes. bien. Moi, j'avais envie de vous proposer un exercice de recentrage, donc je vais essayer de le faire en 5 minutes. Et vraiment, j'aime beaucoup accompagner comme ça, où l'idée, encore une fois, c'est de sortir du mental pour aller sentir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je vais me laisser porter, on va se faire ensemble. Donc, j'enlève mes lunettes. Hop. Donc, je vais vous proposer, en 5 minutes, là, de vous installer confortablement sur votre chaise et puis de prendre 3 grandes respirations. Et à chaque expiration, d'essayer de mettre l'intention de faire descendre votre conscience, votre attention, dans le bas de votre bassin. Vraiment dans la zone limite qui est en contact avec l'assise. Donc à chaque expiration, je fais descendre ma conscience dans le bas de mon bassin. Et puis je peux m'imaginer que dans le bas de mon bassin, j'ai comme une petite balle en mousse. Une petite balle en mousse qui grandit à chaque inspiration, qui se gonfle et qui se dégonfle à chaque expiration. Et je peux juste prendre le temps d'observer cette balle en mousse qui se gonfle et se dégonfle. Et si mon mental m'appelle ou me réveille, hop, je revisualise cette petite balle en mousse. L'idée étant vraiment d'apaiser, de lâcher le mental. Et puis je peux sentir peut-être que mon corps est plus lourd. Ma tête se détend avec les muscles de mon front, de mes yeux, de mes joues,
de mon crâne qui se détendent et qui coulent. Mon cou se détend. Mes épaules se détendent et peut-être s'abaissent. Et je peux lâcher tout le poids des blocages dont nous avons parlé, pour juste laisser couler tout ça vers le bas. Mon torse se détend. Mon ventre se détend. Et tout mon dos, en partant du haut vers le bas, se détend. Mes fesses et mes hanches se détendent. Mes cuisses, mes genoux, mes mollets, mes chevilles, mes pieds. Et je peux sentir mon corps entièrement détendu, lourd, de plus en plus lourd. Et peut-être prendre conscience de la densité de mon corps et de l'espace qu'il occupe dans l'espace. Et en me laissant juste porter par ce sentiment de légèreté, je vais pouvoir laisser émerger ce qui a besoin d'émerger. Pour répondre à la question, qu'est-ce qui me fait vibrer ? Qu'est-ce qui me met en joie ? Et peut-être une image peut venir. Peut-être une sensation. Je peux sentir la joie dans mon corps. Ou peut-être que je peux entendre. Et juste laisser émerger ce qui a besoin d'émerger. Et avec ce qui a émergé, me connecter vraiment à cette joie que je ressens, à ce pétillement intérieur, à cette envie, à cet élan, à cette envie de partager, à cette envie de contribuer. Et ancrer en moi cette énergie, ce ressenti pour le reste de ma journée. Je vous laisse 1 minute pour ressentir ça. Non, quand c'est bon pour vous, vous pouvez faire bouger vos pieds, vos mains. Peut-être vous étirer, bâiller. Reprendre conscience de votre corps. Et puis réouvrir les yeux. 5 minutes, c'est trop court. Ben oui. On a envie d'y rester. Je me suis dit, en fait, je suis très tendue au niveau de mon corps. Les épaules, je sentais que les épaules... Ouais. Pour ceux qui font partie du live ou même en replay, ça pourrait être intéressant peut-être de commenter ce qui a émergé. Peut-être c'est des images ou des révélations ou une confirmation de ce que vous avez envie. Ça pourrait être chouette de partager tout ça. Sachant que, donc là on a fait ça allez, si j'ai fait ça en 6 minutes, mais l'idée c'est en fait plus vous allez pouvoir
pour moi, en tout cas, la manière dont j'accompagne, c'est vraiment de prendre le temps pour vraiment se laisser déjà déposer, comme tu dis, vraiment déposer son mental et son corps, vraiment détendre pour pas être dans les tensions du corps, détendre et pouvoir laisser émerger ce qui a besoin d'émerger. Et c'est tellement chouette. Ah oui. Mm. Ah, moi, j'ai vu plein de gens, j'étais là, en fait, j'ai envie de faire rire les gens, quoi. Bon, Ah, génial. autre futur métier, retrouvez-moi sur scène. Moi, il y avait vraiment cette notion de partager de l'amour, partager de l'amour. Oh, et c'était tellement chaud à l'intérieur. Ah trop beau. C'est là qu'on se rend compte qu'on prend pas du tout du temps pour nous. Il y a Lucie qui nous dit des couleurs, de la chaleur douce et de la joie comme j'ai jamais ressenti. Merci encore. Et Ah, bah, avec t'imagines, là, plaisir. c'était que 6 minutes, t'imagines, sur encore plus de temps. Merci Lucie pour ton retour. Ouais. On va bientôt clôturer ce live. Je vous mettrai dans la description tous les liens pour retrouver Émilie, LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, les programmes Éclat, en tout cas, tout ton site internet, le mail. Vous avez toutes les informations pour retrouver Émilie et pour avoir tous ces bons conseils. Émilie, est-ce que toi, tu aurais d'autres choses à partager? Je ne sais pas si tu as des formations, des programmes, des nouveautés. Bah, vraiment dans cette idée d'accompagnement des personnes dans l'émergence d'un projet professionnel vraiment aligné avec son âme. Donc moi, j'ai créé le parcours Éclore à soi. J'ai appelé ça comme ça, qui est un parcours, vous l'aurez compris, j'ai appelé ça un parcours initiatique parce que c'est vraiment un parcours transformateur pour faire émerger et débloquer. Et en fait, je suis moi-même dans ma mission, dans ma zone d'excellence, dans ce qui me fait kiffer en proposant ce parcours. Donc, c'est tout chaud. Et j'ai eu un week-end ce week-end, là, samedi, dimanche, où il y a plein de belles choses qui ont émergé, de beaux projets avec des personnes qui ont éclos. C'est magnifique. Moi, je kiffe en fait. Je kiffe faire ça. Ouais. Oh, c'est beau. Il y a Miliol qui nous dit que c'était aide, amour, câlin et tendresse. Ah, Oh, mais oui. Mais Ah bah c'était c'est fait. cool. Alors, et franchement, dites-vous qu'en 5 minutes, vous avez ressenti ça, mais continuez, quoi. C'est génial. Mais oui, et Extra. Stéphanie, partage, amour, communauté, bien-être. Oh là là, mais oui. Oh, Allons-y. ça pourrait être quoi le mot de la fin pour toi, Émilie? Merci. Merci à tous et à toutes de ces questions, de ces partages. Et puis, merci de manière plus générale. Moi, je trouve ça génial, les gens qui se remettent en question et qui ont envie d'avancer, et qui ont envie de faire émerger ce... Voilà, je vous ai dit, hein, mon rêve, c'était que tout le monde puisse avoir ce potentiel qui émerge. Donc, merci à nous tous d'être sur ce chemin-là. Je pense qu'on peut... C'est la gratitude, hein, la gratitude de soi à soi et la gratitude pour la vie. Donc, merci. Un grand merci, Émilie, pour ta générosité, ton authenticité. Ça fait vraiment du bien. Merci. Merci Audrey pour toute cette joie et cette chaleur qu'on a partagée. J'adore. Oh, il y a Esther qui nous dit beaucoup de monde autour de moi, je dois partager. Merci beaucoup à Ah. vous deux. Ah, c'est chouette. Ouais, c'est cool. Un grand Chouchou. merci à toutes les personnes qui étaient présentes au live. Merci pour toutes vos questions qui ont permis d'animer ce moment avec Émilie. Et puis, merci à toutes les personnes qui regarderont ce replay. Si vous avez aimé, liké, et si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, je vous invite à partager cette vidéo. Émilie, un grand merci. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt.